Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match Paris FC AS Saint-Etienne, 30e journée de Ligue 2. Voilà, on entame tout simplement la dernière ligne droite de ce championnat qui est quand même très serré, que ce soit pour jouer les premières places et également pour jouer la relégation. La victoire contre Niort la semaine dernière nous a permis de souffler un peu plus et pour être un peu plus serein en éliminant entre guillemets un concurrent direct, Niort qui est donc resté planté à 26 points pendant que nous on est à 36. La bataille fait rage au fond du tableau. On sait que également Pascal Duprat est venu du côté de Dijon, donc pour essayer tout simplement de remobiliser ce club. J'ai pu assister d'ailleurs à sa première séance d'entraînement puisque je suis sur Dijon, donc j'y ai été ce lundi soir. On était une dizaine à être présent à cette séance. C'était mardi d'ailleurs, c'était pas lundi. En tout cas voilà, j'ai pu voir Pascal Duprat comme d'habitude, qui criait beaucoup d'ailleurs. Voilà, nous on va faire l'avant-match de ce Paris FC Saint-Etienne. Le stade sera certainement vert puisque vous le savez, beaucoup de supporters stéphanois vont se déplacer. Le parquage qui est complet, 900 places ont été vendues. Je crois que c'est la capacité de ce parquage. Et après, vous vous en doutez, il y aura beaucoup d'autres supporters stéphanois partout dans le stade, comme souvent malheureusement à Paris, puisqu'ils ont du mal à remplir le stade malgré le fait qu'ils soient dans la capitale. Et ben c'est toujours très compliqué pour eux d'attirer des supporters. Donc voilà, moi je vais vous dévoiler l'énigme du ver Fouras quand on va commencer cette vidéo et on va enchaîner directement avec l'avant-match. Donc voilà, ce match il se déroulera au stade Charletti à 19 h sur les antennes de Prime Video mais également de l'équipe 21. Vous pourrez donc voir ce match en clair, tout le monde pourra le voir. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Pour vous donner l'énigme du ver Fouras, déjà merci à tous pour vos participations. J'ai changé un peu le concept, ça se fait en short, donc je ne sais pas si vous avez pu tous voir la vidéo. C'est des formats courts d'1 minute sur YouTube que j'ai donc fait comme ça. Et du coup, l'énigme du ver Fouras pour le joueur passé par Saint-Etienne et par le Paris FC, il s'agissait de Jonathan Bamba. Oui, Jonathan Bamba qui joue actuellement à Lille et vous le savez, il était à Saint-Etienne il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore 5 ans. Et avant, il avait été également prêté une demi-saison du côté du Paris FC. Il n'y avait pas joué très longtemps, notamment pour faire face à la concurrence du côté de Saint-Etienne. Si on en revient à cet avant-match, donc j'ai attendu que Laurent Batles fasse sa conférence de presse. Au niveau des absents, Kader Bamba ne devrait pas être dans le groupe stéphanois, lui qui a été touché lors du dernier match contre Niort. Il a été touché au niveau du quadriceps et du coup, il a passé une IRM et normalement ça l'empêchera de jouer. Le résultat qui a été donné, son diagnostic, tout comme Anthony Briançon qui se serait également blessé et qui va passer une IRM. Donc je crois que sa blessure a été plutôt faite à l'entraînement. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que l'on m'a dit. Donc pour Anthony Briançon, malheureusement le capitaine stéphanois ne devrait pas être présent dans le groupe qui se déplacera donc à Charletti. Laurent Batles va devoir composer avec un autre joueur, peut-être une défense centrale inédite, on verra en tout cas. On a Louis Mouton également qui a été touché au niveau du tendon rotulien. Donc ça c'est le tendon des quadriceps, donc qui relie le genou tout simplement au quadriceps, la rotule au quadriceps. Donc Louis Mouton qui l'a touché, mais on ne sait pas s'il sera dans le groupe. Pour l'instant, Laurent Batles n'a pas apporté de précision. Donc voilà, tout simplement pour les absents stéphanois, et Thomas Monconduit qui devrait aussi faire son retour dans le groupe, lui qui a été suspendu puis touché au quadriceps et qui donc devrait revenir dans le groupe pour cette rencontre. D'ici à tenir une place de titulaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça devrait être un retour du côté de Saint-Etienne. Du côté du Paris FC, j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs incertains. Je ne les ai pas marqués parce que je ne sais pas vraiment s'ils seront là ou pas là. Mais il y a un joueur que je peux vous garantir qu'il ne sera pas là. C'est Masson. Oui, Masson, Ivan Masson, qui est donc au Paris FC, vous le savez, prêté jusqu'à la fin de la saison et qui d'ailleurs ne se voit plus jouer avec Saint-Etienne. Il avait accordé une interview il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis voilà, c'était pas forcément très sympathique ce qu'il avait dit par rapport au club, alors qu'il est toujours sous contrat avec Saint-Etienne, je rappelle. Mais il y a une clause dans son contrat qui l'empêche donc de jouer contre Saint-Etienne, lui qui jouait surtout au poste de latéral gauche, donc dans cet effectif du Paris FC, dans l'effectif de Thierry Lauré. Donc voilà pour cette équipe du Paris FC. Si on parle de leur forme du moment, comme je vous l'avais… si on parle de leur forme du moment, ils se sont imposés sur le score de 5 buts à 4, donc un incroyable score contre Valenciennes
lors de la dernière journée. Ils ont mis 5 buts malheureusement à Stéphane Bajic, qui n'est d'ailleurs pas exemple de tout reproche sur les buts qu'il a encaissés. Quand on en encaisse 5 aussi, il y en a toujours un ou deux quand même qui sont un peu litigieux, et là c'était le cas. Et voilà, Paris qui allait s'imposer 5-4 du côté de Valenciennes, donc un score assez incroyable. Ça montre qu'ils peuvent marquer beaucoup de buts, mais qu'ils peuvent également en encaisser beaucoup. D'ailleurs, ils sont à 33 buts marqués pour 33 buts encaissés depuis le début de la saison, donc une différence parfaite de 0. Tout comme nous, puisqu'on a 43 buts marqués pour 43 buts encaissés. Donc c'est assez drôle, deux équipes qui sont avec le même total de buts marqués, de buts encaissés, qui s'affrontent lors de cette rencontre. Voilà, sinon c'est une équipe qui fait un peu les montagnes russes, même si ça allait mieux quand même ces derniers temps. Ils étaient tout de même incliné contre Bastia avant la trêve internationale 1-0. Bastia qui a d'ailleurs battu Sochaux et qui joue tout simplement la remontée en Ligue 1. Ça montre que ce championnat est aussi serré en haut du tableau comme en bas du tableau. On sait que la descente, ça va être une lutte âpre entre beaucoup d'équipes, puisque 4 équipes descendent en plus, et ce succès contre Niort, il ne fallait pas s'en priver, et c'était le cas, donc c'est très bien pour nous. Ils avaient également battu 3-0 Amiens, 2-1 Laval, et avant ils avaient perdu 2-1 contre Guingamp. Donc voilà pour cette équipe du Paris FC qui a un schéma surtout en 4-2-3, en 4-3-3. Mais lors de la dernière rencontre contre Valenciennes, Thierry Lauré avait changé. Donc je ne sais pas si c'est juste sur ce match-là ou c'est qu'il a envie de changer de système. Le Paris FC qui avait affronté Valenciennes dans un dispositif en 3-4-3. C'était la première fois depuis le début de la saison tout simplement que Thierry Lauré tentait ce système. Donc voilà pour cette équipe du Paris FC, il y a des joueurs bien sûr à suivre, notamment Morgan Guilavogui qui a marqué un triplé lors du dernier match. C'est un joueur qui est vraiment en forme en ce moment. C'est un des meilleurs buteurs du championnat. 3e meilleur buteur d'ailleurs derrière Mikotadze et Jean-Philippe Crasso. Il est très décisif lors des derniers matchs. C'est un joueur important et importantissime de ce dispositif du Paris FC. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont plutôt pas mal. Il y a également Kebal, notamment dans cette équipe de Paris qu'il va falloir suivre bien sûr dans cette rencontre. D'ailleurs, Morgan Guilavogui, pour en revenir rapidement, c'est le frère de Joshua Guilavogui, le milieu de terrain donc, qui est passé par Saint-Etienne, comme vous le savez je pense. Et Morgan Guilavogui est également passé par le centre de formation de Saint-Etienne, mais il n'a pas été retenu. Et ensuite, il est parti. Et puis d'ailleurs, il a dit qu'il ne s'en priverait pas s'il pouvait marquer des buts et bien sûr jouer plus haut dans ce championnat, parce que le Paris FC, c'est une équipe qui n'est pas là où elle devrait être classée. Ils sont 8e, c'est pas trop mal parce que le championnat est assez serré, mais ils ont quand même pas mal de difficultés depuis le début de la saison, tout comme Saint-Etienne qui est 12e bien sûr. Une place où on n'attend pas ces deux équipes. Même en cas de victoire, on ne repasserait pas devant eux, mais on reviendrait à 1 point. Et je pense que le maintien se jouera aux alentours de 43 points. Donc en cas de victoire, on ne serait pas très loin de ce maintien. Je pense que pour se maintenir, il faudrait 2 victoires et 1 match nul d'ici la fin de la saison. Mais bien sûr, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il faut avoir plus d'ambition, viser plus haut et puis essayer d'aller le plus haut possible tout simplement. Parce que quand on n'a pas d'ambition, on n'avance pas. Et c'est quelque chose qui est important surtout pour un club comme Saint-Etienne qui n'a rien à faire là. Donc voilà. Au niveau de Saint-Etienne, du coup, nous on est toujours sur notre très belle série de 8 matchs sans défaite. On a même renoué avec le succès contre Niort, donc ça c'est très bien. On était sur une phase un peu moins bonne, on va dire, mais on avait quand même affronté des bonnes équipes, que ce soit Amiens, Bordeaux ou Le Havre quand même. Donc là, on a rebattu Niort, donc c'est très bien. On repart de l'avant avec des joueurs qui semblent être en forme, qui sont très bons. Un Benjamin Bouchouari qui s'installe vraiment bien dans ce dispositif. On a notamment des joueurs qui sont bons sur les côtés, intéressants, avec Nkunku, Mathieu Cafaro ou encore Denis Sapia qui joue sur le côté et également en défense, qui est plus discret mais qui fait un très beau travail. Le milieu de terrain fonctionne bien avec Lamine Fomba qui fait des beaux matchs, des belles prestations. Même si je l'ai moins vu contre Niort, j'ai senti moins à l'aise on va dire que contre Le Havre, mais pour autant c'est un joueur quand même important dans ce dispositif. Un Benjamin Bouchouari qui est toujours très bon, qui peut vite repartir de l'avant et qui nous aide à rapidement nous projeter. Il est très bon dans cette qualité de numéro 8. Peut-être que d'ailleurs il pourrait être bon dans un poste plus offensif de numéro 10. Mais pour l'instant j'ai quand même quelques doutes sur ce poste pour Benjamin Bouchouari parce que c'est quelqu'un physiquement qui n'est pas encore très costaud. Et je pense qu'il peut rapidement se faire bouger par les défenses adverses. On l'avait déjà vu dans des matchs où il y a plus d'impact, comme c'était le cas contre Bastia. Il était plus en difficulté. Donc pour l'instant, je ne pense pas qu'il faut trop le projeter offensivement. À mon avis, il va falloir qu'il
qui prenne un peu plus de masse musculaire. C'est un joueur quand même qui est assez frêle physiquement et ça peut lui faire défaut, même si on sait bien sûr que des joueurs ont déjà joué à ces postes-là, comme notamment des joueurs incroyables comme Lionel Messi et qui pour autant sont super bons, mais c'est pas tout à fait le même type de joueur quand même. Il faut arrêter les comparaisons aussi, hein. Faut pas trop s'enflammer, mais c'est des joueurs voilà, qui ont une qualité technique qui est bien similaire. On pense notamment à Marco Verratti également, mais Marco Verratti, je trouve, c'est pareil, il est moins bon dans ce poste de numéro 10 que dans ce poste de numéro 6. Donc pour l'instant, je pense que Benjamin Bouchouari, il faut plus le laisser dans ce poste-là, même si on sait qu'il a quand même une grande zone de terrain qu'il arrive à balayer et il est important partout où il se trouve. Donc voilà, pour nous, il va falloir tout simplement poursuivre cette série. Contre le Paris FC, ça ne sera pas facile, mais après, il y a des matchs durs qui vont arriver aussi. On va se déplacer une nouvelle fois à Grenoble et ensuite, on accueillera Metz, une équipe qui est vraiment pas mal en forme. Et ce sera à Geoffroy Guichard. Le match aller n'était pas forcément un bon souvenir avec notamment un but de Jean-Philippe Crasso contre son camp. Maintenant, on va passer à ma composition pour cette rencontre. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des absents, notamment avec Anthony Briançon et Kader Bamba. Thomas Monconduit, je ne l'ai pas mis non plus titulaire parce qu'on est un peu incertain, tout comme Louis Mouton qui, on ne sait pas s'il pourra être dans le groupe ou pas. Donc, je reste sur ce dispositif, bien sûr, en 3-4-3. Laurent Batles ne va pas changer. 3-5-2 plutôt. Laurent Batles ne va pas changer. Gauthier Larsonneur au cage en défense. Ensuite, Denis Apia sur le côté droit. Un peu comme c'était le cas donc lors du dernier match contre Niort. Seydou Sow en défense centrale. On sait que quand Briançon s'était pris le poteau contre Sochaux et s'était blessé au tibia, c'est Seydou Sow qui l'avait suppléé et il avait plutôt été très intéressant ensuite. Donc je vois bien Seydou Sow prendre ce rôle en défense centrale à la place de Briançon. Sur le côté gauche, Léo Petro fait son retour. Même si Seydou Sow a fait un bon match contre Niort à gauche, là en plus Briançon ne serait potentiellement pas là. Donc ce serait logique que Petro revienne. Mais faut pas s'enflammer et dire c'est bon, Sow a fait un bon match, hop, il prend la place de Petro. Parce que Petro, c'est pas un joueur qui était décevant. Même si je vous l'accorde, il était moins bon, on va dire, sur les derniers matchs. Mais il restait notamment important. Il arrivait à couper beaucoup de trajectoires de balles comme l'a fait Sow. Et Sow, attention, il a été intéressant sur le côté gauche. J'ai vu certains dire je trouve même plus à l'aise sur le côté gauche que sur le côté droit. C'est vrai que sur ce match, Sow avait montré de très belles choses. Il était devant mes yeux, je l'avais vraiment vu contre Niort, notamment pour couper les passes, pour emmener son vis-à-vis jusqu'à la sortie de but. Vraiment, il était très bon dans les duels aussi. Mais attention, c'était Niort, c'est une équipe qui était plus faible en face, qui n'a pas montré grand-chose. Contre le Havre, ça aurait certainement été différent. Si Seydou Sow était à gauche, ça n'aurait pas du tout été le même match. Donc attention, on ne peut pas comparer avec des équipes qui ont un écart de niveau aussi important. Donc voilà, faut pas tout miser sur un match et peut-être que Petro aurait été aussi important face à Niort. Donc voilà, parenthèse fermée, mais c'était juste pour évoquer ce cas Sow parce que j'ai vu que ça avait fait pas mal de débats, notamment sur Twitter où tout le monde voulait voir Sow à la place de Léo Petro. Au milieu de terrain, donc Benjamin Bouchouari accompagné de Lamine Fomba et également Aymen Mouefek qui donc est de retour dans le groupe. Ça fait plaisir, on l'a vu contre Niort et je pense qu'il peut prétendre à une place de titulaire. J'ai enlevé Victor Lobry parce qu'il était moins intéressant, j'ai trouvé, lors des derniers matchs. C'est un joueur qui est très frustrant parce qu'il arrive à porter le ballon rapidement vers l'avant et ensuite dans les derniers instants, il ne sait plus quoi faire, plus vraiment tirer. Il perd un peu ses capacités. Il y a une action qui était vraiment flagrante contre Niort où il a perdu ensuite le ballon dans la surface de réparation. Je ne veux pas le mettre sur le banc pour le punir, c'est pas ça, mais c'est parce qu'on a aussi des joueurs. Il faut faire tourner. Aymen Mouefek revient. On sait qu'il avait été très important, notamment quand on avait réussi à réunir un milieu de terrain avec Aymen Mouefek et également Benjamin Bouchouari. Ensuite, Nkunku et Cafaro sur les côtés en tant que piston. Et en attaque, deux joueurs importants, Jean-Philippe Crasso et également Ibrahim Awadji, qui a été un acteur majeur de ce succès contre Niort, puisque c'est son entrée qui a permis de déclencher 2 buts plus un penalty que malheureusement Jean-Philippe Crasso a raté. Donc voilà pour ma composition sur cette rencontre. N'hésitez pas à me donner la vôtre en commentaire. En tout cas, on se retrouvera comme d'habitude pour le débrief de la rencontre. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.